Bonjour à toutes et à tous, il est l'heure de la revue de presse de ce lundi 13 juillet 2026, une veille de fête nationale sous 40 degrés, un Moyen-Orient qui s'embrase à nouveau et une présidentielle qui s'invite déjà sous les parasols. Autant dire que les 4 quotidiens du jour ont fort à faire. C'est parti. Et on commence par ce qui écrase toutes les unes ou presque, la reprise des hostilités entre l'Iran et les États-Unis. Escalade entre Téhéran et Washington, Israël sur le pied de guerre, titre Le Figaro. Les faits d'abord. Après l'attaque de navires dans le détroit d'Ormuz, l'armée américaine a frappé 140 cibles militaires en Iran dans la nuit de samedi à dimanche. Téhéran a riposté en tirant missiles et drones sur les alliés de Washington dans le Golfe, le Qatar, Bahreïn, le Koweït, Oman et jusqu'en Jordanie. Donald Trump sur CNN dans son style inimitable. Nous les avons frappés très fort hier soir. Pour les Échos, cette deuxième flambée en une semaine éloigne un peu plus l'accord de paix esquissé le 17 juin. Le Parisien, lui, pose la question que tout le monde se pose. À quoi joue l'Iran dans le détroit d'Ormuz? Réponse du conseiller militaire du guide suprême, Mohsen Rezaï. Ce passage par où transite un cinquième du brut mondial vaut plus que des dizaines de bombes atomiques. Et puis ce détail glaçant, toujours dans le Parisien, le quotidien ultra-conservateur Amchari publie une liste de 13 personnalités qui devront payer la mort de l'ayatollah Khamenei. On y trouve Trump, Netanyahou, Meloni, Merz et Emmanuel Macron. Libération, de son côté, regarde à l'intérieur du régime, le pouvoir empêtré dans ses divisions. Le nouveau guide, Mojtaba Khamenei, n'a même pas paru aux funérailles de son propre père et dans l'ombre, ultra et pragmatique, se déchire sur l'opportunité de négocier. Pendant ce temps, Le Figaro cite le chef d'état-major israélien. Plusieurs centaines d'avions sont prêts pour un décollage immédiat. Et si le monde surchauffe, la France, elle, suffoque au sens propre. Deuxième grand sujet du jour, la canicule, la troisième en 1 mois et demi. Écrasée par la chaleur, la France au ralenti, constatent les Échos. 37 départements en vigilance maximale dimanche. Une étape du Tour de France amputée de 30 km. Une première dans l'histoire de l'épreuve. Le Louvre et Orsay qui ferment plus tôt. Des réacteurs nucléaires à l'arrêt, les balles des pompiers parisiens annulées et déjà 25 000 hectares partis en fumée, le double de l'an dernier. Le Parisien consacre tout son fait du jour au futur logement anti-canicule. Son éditorialiste, Jean-Baptiste Isaac, résume le problème d'une formule. Nos logements, même bien notés au diagnostic énergétique, sont des bouilloires thermiques. 81% des Français disent souffrir de la chaleur chez eux. Un logement sur 2 n'a même pas de volet. Le journal nous emmène dans une HLM de l'Essonne où l'on a mesuré 45 degrés dans la coursive et à Montargis où la poissonnière du marché renonce à vendre ses ailes de raie. Elle ne tiendrait pas la chaleur. Les Échos regardent, eux, du côté des champs. Dans le sud-ouest, le maïs grille sur pied et les éleveurs de canards gras craignent pour la récolte, donc pour le foie gras. Et en Seine-et-Marne, rapporte le Parisien, les incendies ont carrément coupé l'autoroute A5 et retardé les TGV du sud-est. On change de température, mais pas d'intensité. La présidentielle, déjà omniprésente, à 10 mois du scrutin. Aux Échos, la une, claque. Le Pen candidate, la douche froide pour les milieux économiques. Depuis que la Cour d'appel a remis la chef de file du RN dans la course, les grands patrons sont, je cite, en état de sidération. Eux qui pariaient sur Jordan Bardella et jugent le programme économique du parti catastrophique. Dans son éditorial, Christophe Jacubicine pointe le grand flou du RN. 2 lignes économiques qui cohabitent, un flou qui, écrit-il, pourrait bien devenir le boulet de la candidate, comme en 2017. Le Figaro, justement, publie la première interview de Bardella depuis la décision. Bâtir le programme, former un gouvernement et conquérir une majorité, dit celui qui assume désormais son rôle de futur Premier ministre d'un éventuel gouvernement d'union nationale.
En face, ça se réorganise. Le Parisien raconte comment Gabriel Attal, privé de son duel générationnel avec Bardella, se rebranche en urgence. Je deviens le seul candidat d'une nouvelle génération, plaide-t-il, pendant que les sondages le font plafonner à 7%, loin derrière Édouard Philippe, et que Marine Le Pen grimpe à 36% d'intention de vote. Le Figaro s'amuse d'ailleurs du dilemme estival des candidats. Battre la campagne sur les plages ou laisser les Français tranquilles? Dans l'entourage de Bruno Retailleau, on tranche sans détour. Faire campagne au mois d'août, c'est emmerder les Français. À gauche, enfin, les militants socialistes ont opté pour une primaire fermée. Exit la grande primaire unitaire. Et Libération détaille le nouveau programme que les écologistes adoptent ce lundi, bâti autour d'une notion clé, la prospérité écologique. Quatrième temps de cette revue de presse, et c'est la une bouleversante de Libération. 10 ans après l'attentat du 14 juillet 2016 à Nice, comment grandissent les enfants victimes? Ce soir-là, 3000 enfants regardaient le feu d'artifice sur la promenade des Anglais. 15 des 86 morts étaient mineurs. Kimberley, Lucie, Audrey, adolescente en 2016, adulte aujourd'hui, témoignent. Audrey qui a perdu sa sœur jumelle. Je n'ai pas vraiment eu de jeunesse. L'hôpital Lanval a suivi plus de 700 enfants, 80% de troubles anxieux, 62% de stress post-traumatique. Et cette phrase de l'éditorialiste Lorraine Provost, « Nous savons désormais soigner les enfants traumatisés, ne le faisons pas seulement lorsqu'un camion blanc emporte tout sur son passage. » Demain, Emmanuel Macron sera à Nice pour les 10 ans après un défilé du 14 juillet que le Parisien décrit comme une démonstration de force. 6800 militaires, un record. Zelensky, Merz, Starmer en tribune et la patrouille de France encadrée par des Mirages avec copilote ukrainien. Dans Libération, la ministre des Armées Alice Ruffo, qui réunit ce lundi à Paris la coalition des volontaires, 35 pays, assume. Notre adversaire, c'est la Russie. Et aux Échos, Dominique Moisy voit dans la production sous licence de missiles patriotes en Ukraine un possible game changer du conflit. Le Figaro complète le tableau, avec un reportage rare en Crimée assiégée par les drones ukrainiens. Cette presqu'île devenue, écrit Patrick Saint-Paul dans son éditorial, une épine dans le pied du tsar. Une ombre sécuritaire enfin sur notre 14 juillet. À Sarcelles, une Kalachnikov découverte dans une voiture volée, garée près d'un multiplex et à 500 mètres de 2 synagogues. Le parquet antiterroriste est saisi, le Figaro et le Parisien y consacrent chacun une pleine page. Direction l'économie et la tech, et là, un mot domine tout, l'intelligence artificielle. Libération s'inquiète d'une possible bulle. Le coréen SK Hynix a gagné plus de 700% en bourse en un an. Et les Échos précisent qu'il vise une levée record de 26,6 milliards de dollars au Nasdaq, la deuxième de l'histoire derrière SpaceX. 10 valeurs pèsent désormais 40% du S&P 500. Vertigineux. Toujours aux Échos, Apple porte plainte contre OpenAI, accusé d'avoir siphonné ses secrets industriels via 400 débauchages. Et le journal alerte sur l'AI Slop, cette bouillie générée par IA qui représenterait déjà la moitié des articles publiés sur le web ouvert. Côté affaires françaises, Xavier Niel s'offre 16% de Vodafone pour 5 milliards d'euros et en devient le premier actionnaire. Casino choisit le plan Kretinsky aux grandes dames de ses créanciers. Et chez Volkswagen, la colère monte face à la menace de 50 000 suppressions de postes supplémentaires. Et puis, 2 histoires très grand public dans Le Parisien. En exclusivité, le rapport que présente ce lundi Ursula von der Leyen sur les ados et les réseaux sociaux, avec cette formule qui fera date. La question n'est pas de savoir si les jeunes devraient avoir accès aux réseaux sociaux, mais si les réseaux sociaux devraient avoir accès aux jeunes. Et le boom des marques d'influenceurs en supermarché, les produits de Thibaut InShape génèrent plus d'interactions que Red Bull et Nutella réunis. Avant le sport, 2 signalements qui méritent le détour. Une enquête de Libération d'abord. Une quinzaine d'anciens choristes du prestigieux chœur d'enfants Sotto Voce accusent leur chef, Scott Alan Prouty, de violences psychologiques sur mineurs,
humiliation et climat de peur, des faits aujourd'hui prescrits. Et cette chronique de Gaza, toujours dans l'IB, signée de la psychologue Nour Jarada, qui interroge notre fascination pour la résilience des Gazaouis. Je me demande si ce courage que les gens voient n'est pas simplement l'absence de tout autre choix. Le sport maintenant, et quel programme! Demain soir, France-Espagne, demi-finale de la Coupe du Monde. Le Parisien titre sur la menace Yamal, le prodige espagnol qui fête ses 19 ans aujourd'hui et qui prévient. Si la France doit craindre quelqu'un, c'est nous. Le Figaro a interrogé la presse étrangère et le verdict est unanime. Ces Bleus sont la meilleure équipe du mondial. Rien que ça. Sur le Tour de France, Van der Poel s'impose à Ussel, Pogačar reste en jaune, mais la vraie histoire, c'est Paul Seisass, 19 ans lui aussi, 6e du général. Seisass a réussi ses partiels, sourit le Parisien. Et on termine, comme toujours, par la culture. À Avignon, Libération est tombée sous le charme du deuil scié à Electre, monté par Gwenaël Morin dans le jardin de la maison Jean Villard. 3 projecteurs, une table de pique-nique, 6 acteurs et un résultat dramatique et jouissif. Le Figaro s'amuse des têtes couronnées agacées par les biopics. Le roi Carl Gustaf de Suède fulmine contre la série sur son couple. C'est épouvantable. Quelle idée de faire comme The Crown. Sur Canal+, ce soir, Tahar Rahim se lance dans son premier thriller d'action, Prisoner, où il joue un tueur à gages menotté à celle qui l'escorte vers son procès. Et au Francofolie, le Parisien nous apprend que les caprices de stars ont vécu. Fini le whisky dans les loges, place aux tisanes à la verveine. Enfin, pour les vacanciers, les Échos lancent leur grande série de l'été. 4,567 milliards d'années d'histoire de la Terre, racontées en 4 épisodes. De quoi relativiser nos 40 degrés. Voilà pour ce tour de la presse de ce 13 juillet. Demain, feu d'artifice, si le préfet le permet, défilé et demi-finale. D'ici là, buvez de l'eau, restez à l'ombre et très bonne journée à toutes et à tous.